Alors, comme diagnostic, nous avons une parésie brachiocéphalique droite spastique chronique, séquelaire d'un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche d'origine cardio-embolique. Comme traitement, on fera une série d'injections de toxines botuliques et de baclofène, qui est un agoniste GABAergique. Comme vignette type, on pourrait avoir un homme de 62 ans qui fume beaucoup et qui est hypercholestérolémique. Cet homme a fait un infarctus à 53 ans et vient nous consulter aujourd'hui car depuis ce matin, il ne peut plus bouger son bras droit et ressent des difficultés pour parler. De plus, il a également l'impression que sa bouche est légèrement déviée vers la gauche. À l'examen d'entrée, le médecin va observer une légère dysarthrie et va confirmer le fait que la tête et les yeux sont déviés vers la gauche. Il va donc diagnostiquer une hémiparésie droite à prédominance brachiocéphalique. Il va demander une angio-IRM qui nous montrera une thrombose de l'artère sylvienne gauche, qui est l'artère cérébrale moyenne. Plus tard, le patient va conserver une hémiparésie droite avec spasticité et hyperréflexie tendineuse. L'artère cérébrale moyenne qui nous intéresse, car elle est thrombosée, est une artère très importante qui va notamment vasculariser le cortex moteur primaire. Elle dérive directement de l'artère carotide interne. Pour ce qui est des fibres nerveuses, elles vont partir du cortex moteur primaire au niveau du gyrus frontal ascendant dans ses couches 5 et 6, composées majoritairement des cellules pyramidales géantes de Betz, surtout dans la couche 5. Les fibres corticonucléaires qui sont responsables de la motricité de la face vont partir de la région inférieure externe du cortex, tandis que les fibres corticospinales responsables de la motricité du membre supérieur vont partir de la région moyenne latérale. Ces fibres vont ensuite passer par la capsule interne et le pédoncule cérébral. Jusqu'aux pyramides bulbaires, on observe 90% de décussation. Ceci explique le fait que si on a une atteinte du cortex moteur primaire droit, on va avoir une hémiparésie gauche. Ça nous permet donc de comprendre plus facilement que lorsqu'on a une lésion du cortex moteur primaire, on risque d'entraîner des troubles moteurs tels que la parésie. De plus, les atteintes du faisceau pyramidal sont très souvent accompagnées d'hypertonie spastique qui se manifeste lors de l'étirement d'un muscle par sa contraction réflexe, empêchant donc son étirement. Elle apparaît à partir d'un certain angle, elle augmente ensuite selon la vitesse et l'importance de l'étirement, elle est donc dite élastique. C'est une augmentation du tonus due à une hyperactivité de la boucle du réflexe d'étirement qui normalement est modulée par les voies descendantes corticospinales via l'interneurone de Renshaw. Donc dans un premier temps, on va avoir une lésion des voies corticospinales qui entraînera une paralysie flasque due à la disparition de la commande corticale du mouvement. Les réflexes osseo-tendineux seront abolis. Mais dans un second temps, la moelle épinière, qui sera restée intacte, va récupérer son activité autonome, et cette activité autonome ne sera plus inhibée comme elle l'est habituellement via l'interneurone de Renshaw. On va donc avoir une hyperréflexie. Pour le traitement, on va prescrire des myorelaxants pour inhiber la spasticité, comme la toxine botulique, qui empêche la libération d'acétylcholine au niveau de la plaque motrice des neurones, en empêchant la fusion de la vésicule présynaptique avec la membrane présynaptique via le complexe SNARE. Le baclofène, lui, est un dérivé de l'acide aminobutyrique GABA. Il agit comme agoniste de récepteur GABA-B au niveau de la moelle épinière et favorise donc la relaxation des muscles. En résumé, on a un patient présentant des facteurs de risque qui va avoir une formation de thrombus, qui va aller se loger dans l'artère sylvienne gauche. Le cortex moteur primaire gauche sera donc atteint, et cela va entraîner une hémiparésie droite brachiocéphalique dans un premier temps, qui sera responsable de symptômes de dysarthrie, de bouger vers la gauche et de l'impossibilité de bouger le bras droit. Dans un second temps, lorsque la moelle épinière aura récupéré son activité autonome, on va observer une baisse de l'inhibition des motoneurones alpha par l'interneurone de Renshaw, et cela va donc entraîner une augmentation de la spasticité et une hyperréflexie que l'on va contrer en prescrivant des myorelaxants. Plus simplement dit, suite aux antécédents du patient, on va avoir la formation d'un caillot sanguin qui va se loger dans une artère cérébrale, bouchant cette dernière et empêchant le territoire cérébral d'être irrigué par le sang, qui va donc finir par mourir. Le problème est que ce territoire contrôle la motricité d'une partie du corps. Le patient va donc souffrir d'une parésie
qui est une perte partielle des capacités motrices et non totale comme la paralysie, aux endroits du corps dont la zone contrôle n'est plus irriguée. Le patient souffrira également de spasticité, due à une exagération des réflexes musculaires dans la moelle épinière, car ceux-ci ne seront plus modulés par les neurones qui seront atteints.